Bonjour à tous, vous regardez Campus Channel, vous souhaitez passer les concours des grandes écoles de commerce, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez réussir. Avec nous, Steve Sarfati, enseignant et directeur de la prépa Masterclass, ainsi que Florent Leparoux, étudiant à l'ESSEC. Ils sont avec nous pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Merci d'être avec nous, on va commencer tout de suite avec une question sur les qualités à avoir pour réussir les concours des grandes écoles de commerce. Bonjour Steve Sarfati. Bonjour. Et bonjour Florent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Du coup, on va répondre tout de suite à la première question qui nous est parvenue. Une question de Alice qui demande « Faut-il avoir des qualités particulières pour réussir HEC ?» Je pense que les principales qualités qu'il faut avoir pour réussir les plus grandes écoles, c'est l'opiniâtreté, l'envie, le désir. Je pense que ce sont les qualités principales. Après, les niveaux que l'on peut avoir dans les différentes matières jusqu'en terminale, tout se rejoue en prépa à condition d'avoir envie, d'avoir faim et d'être capable de se battre vraiment. Et est-ce qu'en prépa, on apprend à avoir ces qualités-là que vous citez ? Je ne suis pas convaincu que les différentes prépas donnent aux étudiants ces qualités-là. On apprend à les avoir par soi-même. Après, chez nous, à Masterclass, on apprend aux étudiants à avoir cette rage, cette envie, cette ambition. Mais est-ce qu'on apprend dans les différentes prépas ? Peut-être Florent peut nous en donner une idée. Lui, il a vécu ça récemment. Est-ce que tu étais opiniâtre ? Est-ce que tu avais faim, comme dit Steve ? Alors moi, c'est quelque chose qui est assez inhérent à moi-même. J'ai toujours été quelqu'un de très motivé. Ça vient du fait que j'ai fait beaucoup de sport en compétition avant. Et j'ai un peu retransposé ça en prépa. J'ai analysé un peu le concours comme une sorte de compétition pour laquelle on se préparait pendant 2 ans. Du coup, c'est quelque chose que j'ai vécu à 100%. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on apprend en prépa. On nous dit travailler, mais on nous pousse pas Donc vraiment. c'est soit on l'a, soit on l'a pas ? Et ceux qui l'ont pas, comment font-ils ? On arrive, on peut le leur donner. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. On le leur donne, on leur apprend à l'avoir. Mais si vous ne l'avez pas et que vous traversez votre prépa normalement, soit vous l'acquérez parce que il y a quelques ressorts chez vous, soit vous passez votre prépa sans jamais l'avoir. Mais il n'y a pas des étudiants qui sont aussi des adolescents, il faut le dire, qui manquent finalement de cette opiniâtreté, de ce coup de pied peut-être pour pouvoir avancer. Il y en a certains qui en manquent et il y en a certains qui viennent justement chez nous pour l'avoir ce coup de pied. D'accord. Alors on va passer à la prochaine question de Gérald. Combien d'heures de travail par jour conseillez-vous pour réussir les concours ? Peut-être Florent, tu peux commencer à répondre. Alors moi, en première année, je travaillais environ une 30aine d'heures. Je pense que c'était pas vraiment suffisant. Par jour ? Non, par semaine. Par semaine ? Bien sûr. Je me suis rendu compte en fait à la fin de ma première année que c'était pas suffisant, en voyant les progrès qu'il me restait à faire pour intégrer les écoles que je souhaitais à la fin de la 2e année. Et donc en suivant les conseils à Masterclass, je suis monté à plus de 45 heures de travail par semaine. C'est-à-dire ça se passait comment une journée type par exemple ? C'est-à-dire une journée type, on arrive en gros en cours à 8 heures, on finit sur les coups de 17h30, 18h, mais j'ai non fini à 18h. C'est un travail sans pause jusqu'à 20h30 environ. Donc ça fait 2h30 de travail, on prend une demi-heure pour manger. On arrive à 21h. À 21h, et moi je travaillais environ jusqu'à minuit et demi tous les jours. Et on réenchaînait. Ce qui fait environ, on a compté quoi ? On a compté 2h30 plus 3h, ça fait à peu près 5 heures par soir. 5 heures par soir plus une dizaine d'heures le samedi. Plus, donc tous les jours en fait, tu te laissais aucun jour de repos ? Alors moi je prenais le samedi soir généralement de break, je dormais un peu plus le dimanche matin, mais comme le dimanche on a toute la journée disponible, même en commençant de travailler à 9h, on pouvait travailler facilement jusqu'à 23h. Steve, est-ce qu'il y a un volume horaire minimum pour pouvoir réussir ? Ça dépend de quoi on parle et de qui on parle. Il y a des élèves brillantissimes qui peuvent travailler la prépa en dormant, mais je parle des élèves brillantissimes. Il y en a 10, il y en a 20, il y en a 30 en France. En dormant, c'est-à-dire ? En dormant, c'est-à-dire qu'ils travaillent une demi-heure tous les soirs, c'est amplement suffisant. On parle de 10, 20, 30 étudiants sur la France, qu'on soit bien clair. Donc c'est vraiment une minorité. Une minorité. Pour presque tous les autres, il faut un vrai travail acharné. Pour y arriver, je suis passé par là il y a quelques décennies, pour arriver à rentrer à HEC, à l'ESSEC, il faut un vrai travail. Et voilà, globalement, nous, ce qu'on conseille, c'est aux étudiants de travailler 40 heures par semaine en première année, pour prendre de l'avance sur ceux qui ne savent pas encore travailler, et une 50aine d'heures par semaine, de travail personnel, j'entends, une 50aine d'heures par semaine en 2e année. Ce qui fait un vrai volume de travail, ce qui fait que les étudiants n'ont en 2e année quasiment que le samedi soir ou le dimanche matin pour se reposer. Quand vous prenez ça, c'est juste une petite parenthèse dans la semaine où c'est travail, je vais à la prépa, je travaille, je rentre chez moi, je travaille, je me couche tard, je travaille, je me lève tôt, je travaille. Pour certains, c'est le bagne.
Mais en réalité, ce n'est pas le bagne, c'est juste une parenthèse de 2 ans dans sa vie. 2 ans dans sa vie qui font... Mais on fait une croix sur ses sorties, etc. pendant 2 ans. On a une sortie hebdomadaire, On 2 se jours. rattrape très vite. C'est l'avantage. 2-3 À jours. l'ESSEC, tu te rattrapes. En fait, on oublie déjà très vite ce que c'était de travailler autant. Ouais. En fait, on ne garde que les côtés positifs. En vrai. Moi, je me souviens pas je ne pense plus La mémoire au est fait que c'était sélective, vraiment comme dur. on dit. Vraiment, oui, 100%. On est tellement content d'intégrer les écoles qu'on veut et on a tellement le temps de faire tout ce qu'on souhaite après qu'on oublie très vite. C'est un sacrifice de 2 ans, c'est un sacrifice de 3 ans dans une vie qui vous donne un diplôme exceptionnel. Et ce diplôme exceptionnel qui vous aide, qui vous pousse sur toute une vie. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 2 ou 3 ans de sa vie pour réussir ? De mon point de vue, oui. Après, c'est une question de point de vue personnel. Alors, on va enchaîner sur la question de Mariam qui demande, faut-il travailler ses annales seul ou en groupe? Alors, quel conseil vous pouvez donner? Alors, moi, je comprends pas forcément la question. J'étais à peu près d'accord. Ouais. Mais moi, personnellement, les annales, je les ai surtout travaillées pendant les révisions des concours, donc pendant les 2-3 semaines avant les concours. Moi, j'en faisais une tous les matins, en fait, en maths. Donc, tu les faisais seul, c'est-à-dire Oui. que tu ne faisais pas avec d'autres camarades? Oui, termine. Moi, je faisais ça plutôt seul et parfois, ça arrivait que je suis parti en révision avec un ami et on faisait chacun l'annale de notre côté et il arrivait que la correction, on en discute ensemble. L'intérêt des annales de maths, c'est quoi? C'est de s'entraîner sur des épreuves jamais vues, mais c'est de s'entraîner seul dans des conditions de concours. La réponse est dans la question, il faut s'entraîner seul. Après qu'on le fasse chacun dans son coin, qu'on corrige ensemble avec plaisir. Mais c'est 4 heures seul face à quelque chose de nouveau. Cela dit, travailler des annales, pour certains, c'est l'alpha et l'oméga. De mon point de vue, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le point final d'un travail de préparation. C'est la course d'entraînement, c'est le match d'entraînement après avoir fait des gammes d'entraînement auparavant on arrive à ce match en fin de parcours pour pouvoir le gagner. Mais c'est pas c'est juste un aboutissement et c'est la fin du processus d'entraînement. Il y a de la concurrence entre les élèves en prépa? Oui, clairement. Après, je pense que c'est plus ou moins... Tu ne fais pas de camarades en prépa? Si, bien sûr que si. Moi, je me suis fait des amis exceptionnels en prépa qui, aujourd'hui, restent mes amis. Bon, après, il y a toujours le côté du fait qu'on est séparés, en fait, de ville, d'école, après. Mais il y a quand même, on est quand même tous les jours ensemble, on travaille tous ensemble jusqu'à 23h, donc il y a des vrais liens qui se créent quand même. D'accord. On va passer à la question de Larry. Quel conseil donnez-vous pour être zen le jour des épreuves, le jour J? Une fois qu'on a fait donc toute cette préparation, on arrive au jour des épreuves. Des petites astuces, des petits conseils à donner? Disons que les étudiants ont souvent une tendance à vouloir réviser jusqu'à la dernière minute. En révisant jusqu'à la dernière minute, ils sont le premier jour des concours dans un état de stress pas possible. Arriver zen, c'est d'abord une préparation au long cours, une préparation mentale au long cours, et la veille des concours, se reposer. Ne rien faire, mais vraiment ne rien faire, se coucher l'avant-veille à 1h du matin, 2h du matin si l'on veut, et ne toucher à rien la veille. Rares sont les étudiants qui ont la capacité à le faire parce que il faut que je révise, il faut que je vois, il faut que... Mais ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi une préparation au long cours. On se prépare mentalement à des concours. C'est pas la veille qu'on se prépare. En réalité, on se prépare sur 1 an, sur 2 ans, où on est dans une philosophie, dans une psychologie concours. Je veux les réussir, mais je vais tout faire pour y arriver avec le couteau entre les dents, d'une part, mais être zen, avec une forme de, entre guillemets, zénitude le jour du concours. Est-ce qu'en prépa, on vous apprend aussi à avoir une préparation justement physique ou même psychologique en fait, particulière, au-delà des travaux, de travailler justement les épreuves, de s'entraîner sur les épreuves? Est-ce qu'il y a aussi des aides psychologiques? De mon point de vue, c'est ce qui manque dans les différentes prépas. Chaque prof, et Florent qui a fait une prépa plus récemment que moi vous le dira, chaque prof vous aide dans sa matière. Aucune prépa, à ma connaissance, peut-être à l'exception de ce que nous faisons nous, mais en prépa complémentaire, aucune prépa, à ma connaissance, ne prépare les étudiants psychologiquement à réussir ces concours. La préparation mentale n'existe pas. Tous les coachs sportifs apprennent à leurs champions en herbe, à réussir mentalement leurs courses, à réussir mentalement leur tournoi, à gagner dans la tête avant de gagner sur le terrain. Les prépas n'apprennent pas ça. On apprend les gestes techniques, on apprend à travailler en maths, en économie, en géopolitique. Et nous, ce qu'on fait, on leur apprend aussi à gagner dans la tête. C'est fondamental. Vous leur dites quoi? Ce sont les meilleurs? Comment vous faites? C'est des petites recettes. Faites de la sophrologie? Non, mais il y a des façons de mettre en condition l'étudiant tout au long de l'année, de lui indiquer le chemin à suivre et de le mettre en condition. Et je pense que cette mise en condition, je vais vous donner un exemple très simple. Pour un champion sportif,
pour le faire gagner, il faut qu'il visualise la ligne d'arrivée. Il faut qu'il visualise le moment où il soulève la coupe. Et ça, c'est très important pour passer cette ligne d'arrivée le premier. Donc il faut déjà s'imaginer à l'HEC ou à l'ESSEC. Il faut déjà s'imaginer. Et c'est tout un travail. Mais ça ne fait pas une fausse joie si on ne l'a pas, justement? Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous préférez valoir une 50e place et vous retrouver deuxième en pleurant de ne pas avoir eu la première place, ou valoir une 50e place et avoir une bonne surprise et finir 40e? Moi, je sais pas, je me suis jamais sentie à la première place. Mais bon, ça, c'est personnel. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que passer de la 50e place à la deuxième place et être déçu, je préfère ça que quelqu'un qui est heureux à la 40e place. Oui, bien sûr. Voilà, et le bonheur arrive très vite après. Enfin, alors, Florent, comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es figuré déjà avec le diplôme de l'ESSEC avant d'entrer dans une prépa? Justement, le point, c'est que, en fait, en y croyant, c'est comme ça qu'on arrive à travailler plus. C'est que si on n'y croit pas, au bout d'un moment, on est complètement cassé, on n'arrive pas à travailler parce qu'on est complètement déprimé, on se dit que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas possible. Alors que moi, ce qui me poussait justement à continuer à rajouter la demi-heure supplémentaire le soir au lieu d'aller me coucher, c'était justement le fait de me dire que si je faisais pas cette demi-heure de plus, il y allait avoir des personnes qui allaient passer devant et j'allais rater mon objectif. Et je pense que la vraie différence... Il faut avoir super confiance en soi quand même. Mais il faut avoir envie. Je crois que la véritable question, alors la confiance en soi est la première clé du succès. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Ralph Waldo Emerson. La confiance en soi, c'est le point de départ. Après, derrière, si vous n'avez pas cette confiance, c'est assez difficile. Après, derrière, il faut se projeter. Il faut se projeter sur la victoire. La sagesse suprême est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue tandis qu'on les poursuit. La phrase encore n'est pas de moi, elle est de Faulkner. Mais on en est là. Il faut avoir ses rêves, les poursuivre au quotidien, tous les jours, pour pouvoir arriver. Et si vous n'aboutissez pas au Graal, c'est pas très grave. Vous avez obtenu quelque chose de super par rapport à votre point de départ. Et vous êtes très heureux. Vous séchez une petite larme sur le podium parce que vous êtes deuxième. Mais peu importe, vous avez la médaille. Donc toi, si j'ai bien compris, puisque l'ESSEC est classé deuxième, en deuxième du podium. Oui, ça a été... T'as séché ta larme. Ça a été une décision très courte. D'accord. Intense au début, T'es content mais très du résultat finalement? Ah, bien sûr que oui. Alors, une question de Gaël pour terminer cette première partie d'émission. Pour réussir les oraux de motivation des meilleures écoles, y a-t-il des méthodes particulières à maîtriser ou faut-il simplement travailler sur son projet professionnel et sa présentation? Donc là, on parle des oraux. Le projet professionnel est presque annexe dans les oraux des grandes écoles. D'accord. Ce qu'il faut, c'est être capable de dire qui l'on est, mais de savoir le dire. Il y a certaines façons de parler de soi. Si vous avez des qualités et des défauts, vous pouvez en parler. Vous pouvez parler de vos expériences, mais il faut savoir parler de ces expériences intelligemment. Certains étudiants arrivent en entretien en disant « Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur votre vie ?» Oh, j'ai pas grand-chose, ce que j'ai à dire n'est pas très intéressant. C'est une façon extrêmement négative de se présenter. En revanche, en mettant en avant les points positifs de ces expériences, vous dites exactement la même chose. Vous parlez de vous, mais vous en soulignez les aspects qui plairont au jury. Donc c'est pas le fond qui compte, c'est la forme, ce que vous me dites. Y a-t-il des personnalités dont on ne veut pas en école de commerce? Je ne suis pas convaincu. En revanche, il y a une façon de parler de soi, il y a une façon de présenter. Comme toute chose dans la vie, vous pouvez en parler d'une certaine façon et que ce soit bien pris, et d'une autre façon que ce soit mal pris. Toi, Florent, tu avais mis en avant quelque chose de particulier ou finalement Moi, j'avais mis en avant le fait que j'avais fait du sport de haut niveau avant. Et c'était en fait ma ligne directrice. J'expliquais que c'était parce que je suis un compétiteur et que j'aime ça, c'est ce que j'ai ressenti en prépa, c'est ce qui m'a poussé à travailler plus. Mais du coup, il faut forcément être un compétiteur pour réussir. On ne peut pas être quelqu'un justement qui n'aime pas la compétition, qui n'a pas fait de sport de haut niveau. Non, on peut ne pas avoir fait de sport de haut niveau. Mais si vous n'êtes pas un compétiteur, en prépa, vous avez des problèmes quand même. On est quand même dans un système de compétition. Il y a plus de 10 000 candidats qui rentrent en prépa tous les ans. Et en 2 ou 3 ans, il y en a à peine plus de 10% qui intègrent une parisienne. Alors si vous rentrez en prépa pour avoir une école quelconque, ça marche très bien parce que tout le monde trouve sa place. Si vous visez les parisiennes, si vous visez les meilleures écoles, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Même le top 5, on est à moins de 20% des étudiants rentrant en prépa chaque année qui intègrent une école du top 5. Donc il faut un certain esprit de compétition pour y arriver. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur l'entretien de personnalité, si on regarde Florence, il avait dit « Non mais regardez, en natation, j'ai complètement raté, je voulais être un professionnel, je voulais être aux Jeux Olympiques, j'ai raté ». Son entretien aurait été extrêmement mauvais parce que justement, son objectif
en entretien, c'est de faire passer des messages positifs. Et là, il aurait fait passer des messages négatifs. Tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la deuxième partie? Moi, c'était sur la forme de l'entretien. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, mais un entretien réussi, c'est un entretien où on arrive à prévoir à l'avance toutes les questions du jury. C'est-à-dire qu'on sait qu'en disant ça, on laisse une petite part d'ombre dans ce qu'on dit et on sait que le jury en face va tiquer dessus et va tout de suite relancer les questions. Tu n'as pas eu de surprise lors de l'entretien? Tu n'as pas eu des questions pièges il y en a eu, mais l'ensemble des questions en général, on va dire qu'il y avait 80% auxquelles je m'attendais. Et du coup, sur ces questions-là, on est préparé. C'est des questions où on déroule très rapidement. Très bien, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Comment se préparer à l'épreuve fondamentale, les mathématiques? Alors on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. On va commencer tout de suite avec la question de Marianne. Tout le monde sait qu'il est plus facile d'obtenir un 20 en maths qu'un 16 en dissertation de philo. Le but des grandes écoles, est-ce que c'est d'accueillir toujours les mêmes profils? Non, mais il faut une part de logique, d'un esprit logique pour réussir au concours. Après, les grandes écoles de commerce décident d'attribuer des coefficients à certaines matières, de mettre des notes à certaines matières. Cela dit, votre internaute qui pose cette question a posé une question qui est un peu biaisée parce que c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. À une certaine époque, c'était très vrai. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, avoir des 16 en dissertation, il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'il y ait plus de 20 en maths au concours que de 16 en dissertation. Je pense même que c'est l'inverse. Personnellement, moi j'ai vu plus de 16 en dissertation autour de moi que de 20 en maths. Enfin, si on parle de l'épreuve d'HEC notamment. Mais du coup, toi dans ta prépa masterclass, tu as travaillé plutôt les maths ou plutôt d'autres matières? Dans ma prépa, dans ma prépa complémentaire masterclass, masterclass c'est uniquement des mathématiques, donc plus de la préparation méthodologique dans les autres matières, mais c'était surtout, exclusivement des mathématiques. Et du coup, tu as bien conscience que les coefficients en maths, c'est ça qui fait la différence? Les coefficients en maths. Tout à fait. Réussir en maths au concours, avoir plus de 18 en maths au concours, c'est pouvoir se permettre plusieurs accidents à côté, vu que c'est un des plus gros coefficients. Ce qui est vrai, c'est que les mathématiques ont un triple avantage. C'est la matière au plus fort coefficient, donc ça c'est intéressant. C'est à la fois la matière la moins aléatoire. Dans les matières littéraires, souvent des étudiants peuvent avoir 8 dans une école et 18 dans une autre. Voilà. Bon, et pourquoi? Parce que les critères de notation des différents jurys peuvent être différenciés et conclusion, on peut avoir 8 et 18, alors qu'en maths, si vous valez 18, toutes vos notes vont être entre 17 et 20, pour faire à peu près simple. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, les mathématiques, si on y regarde de près, c'est quand même la matière la plus facile. Alors, votre interlocutrice a choisi entre 16 et 20, mais avoir 16 en maths, c'est peut-être plus facile qu'un 16 en philo, en culture G, en éco, en je ne sais plus quelle matière, mais c'est peut-être plus facile parce que le socle de connaissances à posséder est plus restreint, parce que les méthodes sont listées. Si on fait un bon travail de fond et qu'on sait faire ce travail de fond, c'est très 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 facile d'atteindre 16 ou 17 en maths au concours, mais à condition de faire un vrai travail de fond qui prend du temps. Très bien. Alors du coup, on va passer à la question de Laurent. Bonjour, inscrit en première année dans une prépa parisienne. Je vise une grande école de commerce, mais les maths, c'est pas mon fort. Est-ce que j'ai des chances d'intégrer une grande école sans être doué dans cette matière? Alors, permettez-moi d'y répondre. On voit tous les ans des étudiants qui démarrent de très 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 bas, qui font ce qu'il faut faire. C'est-à-dire très bas, quelle note? Bon, je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai une étudiante qui est rentrée il y a quelques années chez nous, en début de première année dans sa prépa. Elle est rentrée chez nous en première année. En début de première année dans sa prépa, au mois d'octobre, elle avait 1 en maths. 1 en maths, ses professeurs lui ont gentiment indiqué la porte de sortie. Elle a dit non, je veux m'accrocher. Mais partez mademoiselle, c'est le dernier moment pour rentrer en fac, etc. Je veux m'accrocher, je veux réussir. En fin de première année, elle était à 6. Pas brillant, mais bon, elle était à 6-7 de moyenne, ils l'ont conservée en deuxième année. Au concours de deuxième année, elle était à 14. Elle est admise à l'EDEC, elle refuse l'EDEC. Elle obtient HEC l'année d'après avec 18 de moyenne en maths au concours. Est-ce qu'il faut être bon en maths d'origine? Pas sûr. Est-ce qu'il faut bien travailler dans le bon sens? Certainement. Donc forcément, si on travaille, on peut augmenter sa moyenne. Avec les bonnes méthodes. Vous pouvez travailler 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas les bonnes méthodes, ça ne sert à rien. Il faut travailler avec les bonnes méthodes, avec les bons supports, savoir dans quelle direction aller. Un étudiant de prépa, il arrive, il découvre. Il ne sait pas où aller. C'est ce qui fait que chez nous, on leur donne ces méthodes, on leur dit dès le premier jour, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire, voilà les bons supports. Et des étudiants qui ont 1, qui ont 2, on a eu un étudiant qui a eu 9 en maths au bac, 2 ans après, 18 en maths au concours. 9 en maths au bac, il faut réaliser ce que ça veut dire aujourd'hui. Et Florent, comment ça s'est passé pour toi? Tu avais quelle note avant d'entrer en prépa? Moi, je suis rentré en prépa assez serein parce que j'ai eu mon bac mention très bien sans trop travailler. Bac S? Bac S, oui, avec 20 en maths.
Mais j'ai ressenti quand même un écart très très important de niveau entre le lycée et la prépa à l'arrivée. C'est-à-dire que je suis tout de suite tombé en dessous de la moyenne. J'étais rapidement dans le haut de la classe, mais vis-à-vis des attentes du concours, quand on voit qu'on est noté sur des sujets de concours et qu'on a 9, on se dit qu'il y a un énorme travail à faire pour arriver à 18. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça allait être dur. Donc du coup, comment vous sélectionnez vos étudiants? Puisque vous prenez aussi les moins bons, les mauvais. On ne les sélectionne pas, on prend tout type d'étudiants. Mais s'il y a beaucoup plus de demandes que de places, comment vous faites? Aujourd'hui, on fait en sorte d'accorder le nombre de places disponibles à la demande. Mais on prend à peu près tout type d'étudiants, quel que soit leur niveau d'origine. On a l'étudiant qui a commencé à 1, l'étudiant qui avait 9 au bac quand il rentre chez nous, mais avec 2 ans de travail. Encore une fois, 2 ans de travail sur les bonnes lignes, sur la bonne route, on arrive à peu près n'importe quoi comme type de résultat, des trucs absolument exceptionnels. Passer de 1 à 18 en 3 ans, mademoiselle, vous ne savez pas faire des maths, partez, vous êtes débile, partez. Bon, c'est un discours qu'on entend parfois en prépa, d'étudiants qui, s'ils s'accrochent et qui font le bon boulot, réussissent à intégrer les toutes meilleures écoles. Pour les mauvais, on comprend bien l'intérêt du coup de faire une prépa comme la vôtre, mais pour les très bons par contre, quel intérêt de faire cette prépa-là, ou une autre d'ailleurs privée, plutôt que d'aller dans les prépas publiques qui sont gratuites et qui affichent pour certaines des résultats vraiment excellents. Qu'on se comprenne bien, Masterclass est une prépa complémentaire. Ça veut dire que les étudiants qui viennent chez nous sont dans une prépa publique, privée sous contrat, privée, et viennent faire en complément Masterclass. Donc quand un étudiant vient chez nous, il vient en plus de sa prépa. Un étudiant est moyen et mauvais, il vient chez nous, il peut progresser s'il écoute. Un étudiant qui est bon, et Florent vous en parlera certainement mieux que moi, un étudiant qui est moyen, qui est bon, peut venir chez nous pour éviter d'avoir 13, 14 en maths au concours. C'est pas mal 13 ou 14 en maths au concours. S'il peut avoir 18, 19, c'est-à-dire un gain globalement de 2 points de moyenne générale, grâce à ce gain en maths, ça fait toute la différence. En termes de place, c'est énorme. 2 points en maths, ça fait avoir HEC au lieu de l'UM Lyon, c'est possible par exemple. Du coup, ta prépa à temps plein, oui. Si je puis dire, elle ne te suffisait pas? Non, absolument pas. Enfin, moi j'avais juste une question. Qu'est-ce que vous appelez un élève très bon? C'est un élève très bon en sortant du lycée? Les élèves qui sont sélectionnés dans les meilleures prépas publiques, par exemple. D'accord. Celles qui affichent dans les meilleurs classements, en fait. Mais en fait, moi je pars vraiment du principe que le niveau du lycée n'est pas du tout représentatif du niveau qu'un élève peut avoir en prépa. Je m'en suis rendu compte parce que j'étais considéré comme un bon élève, voire très bon élève au lycée. Sauf qu'en prépa, c'était pas du tout suffisant pour se dire que j'aurais HEC en 2 ans très facilement. D'accord. Ça demandait énormément de travail et la concurrence est extrêmement rude parce qu'on est énormément à rentrer avec un niveau considéré comme très bon. Très bien. On va passer peut-être à la question suivante après. Et on a beaucoup d'étudiants des plus grands prépas parisiennes, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, privées sous contrat, qui viennent chez nous. J'ai 12 en maths, j'ai 13 en maths en fin de première année, je suis dans les 5, je suis dans les 10 meilleurs de ma classe, mais je veux le top. Je viens chez vous et on a des étudiants qui font 20 de moyenne en maths tous les ans au concours, 20 de moyenne en maths au concours, alors qu'ils n'étaient pas prédisposés à avoir ce type de moyenne en maths au concours un an auparavant. Très bien, on enchaîne sur la question de Kevin. À partir de quand conseillez-vous de travailler les épreuves de mathématiques? Est-ce qu'il entend peut-être les annales? Est-ce qu'il entend de travailler Si c'est travailler le concours, c'est dès le premier jour. Si c'est les annales, c'est dès le début de la deuxième année. Dès le premier jour, c'est-à-dire dès le premier jour Dès le premier jour de la première année, on travaille. On prépare les concours. Maintenant, s'il entend, et je pense que c'est ce qu'il entend, les annales de mathématiques, il faut plutôt commencer en début de deuxième année, dès qu'on a fait suffisamment de chapitres pour pouvoir commencer à travailler certains exercices, certains problèmes de concours. Alors, on enchaîne sur la question d'Hélène. Selon vous, la réussite de l'épreuve de maths ne tient qu'à la méthodologie? Point d'interrogation. La méthodologie de travail initialement, oui. Il faut connaître parfaitement son cours. Il faut maîtriser les techniques de base, mais il faut aussi connaître les incontournables. Quand je dis les incontournables, c'est ces briques de sujets de concours qui tombent, retombent. Si on les connaît, si on les a déjà travaillés, vous retournez dessus, déjà connu, et vous partez à toute vitesse quand d'autres réfléchissent. Mais il faut aussi de la rigueur, de la rédaction. Si vous n'êtes pas rigoureux, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous ne savez pas rédiger, votre copie sera très mal perçue par votre correcteur. Et il faut aussi de la vitesse d'exécution. Si vous n'allez pas vite, vous en faites très peu. Et tout cela doit être matiné d'une bonne réflexion mathématique. Et même la réflexion mathématique, ça s'apprend. On apprend à réfléchir. On apprend à se poser les bonnes questions pour pouvoir résoudre. Donc, je vous ai décrit par le menu ce qu'il fallait faire. Oui, c'est de la méthodologie. Et pour toi, Florent, ça s'est passé comment? C'était de la méthodologie? Alors, moi, ce qui me manquait justement, moi je suis arrivé à Masterclass en deuxième année. En fin de première année, pendant toute ma première année, mes professeurs me disaient que c'était pas mal, mais qu'il me manquait encore de la rigueur et de la rédaction.
Sauf que moi, ce que j'avais tendance à leur demander, c'est comment est-ce que je fais preuve de rigueur et comment est-ce que j'apprends à rédiger. Sauf qu'on ne me l'a jamais appris. On ne me le montrait pas parce que les professeurs, quand ils résolvent des exos au tableau en cours, ils le font assez rapidement et ils ne prennent pas le temps de rédiger. Donc, j'ai jamais eu vraiment d'exemple de rédaction faite sur une copie, par exemple. Et donc, j'ai jamais appris comment le faire, mis à part à masterclass. À masterclass, on m'a donné des exercices complètement corrigés, on m'a montré exactement comment rédiger, on m'a appris les phrases, on m'a montré ce que ça voulait dire d'être rigoureux. Et en un an, rien qu'en termes de rigueur et rédaction, je pense que j'ai dû gagner, mon niveau, imaginons que mon niveau de maths n'est pas augmenté, je pense que j'aurais gagné 3 à 4 points rien que sur la rédaction. Et dans les faits, juste à titre indicatif, j'ai fini ma première année de prépa, j'étais à peu près à 11 de moyenne. En maths 11 de moyenne en maths, oui, je voulais dire. Et je suis arrivé à plus de 17 au concours. Très bien. On va pouvoir passer à la troisième partie. Pourquoi choisir une classe préparatoire complémentaire ? Alors une question de quelqu'un qui est anonyme. Pourquoi intégrer une prépa privée quand d'autres prépas publiques affichent d'excellents taux de réussite ? C'est encore la même question masterclass. On refait un recentrage. Voilà, masterclass prépa, c'est une prépa privée mais complémentaire. Mais s'il veut rentrer dans une prépa publique, il rentre dans une prépa publique très bien, tant mieux pour lui. Après, derrière, s'il a des manques et qu'il éprouve le besoin d'avoir un complément dans une prépa complémentaire privée, les portes sont ouvertes. S'il n'en veut pas, qu'il n'aille pas. Mais le besoin, c'est en maths, on fournit des choses qui ne sont fournies par aucune prépa, qu'elle soit publique, privée sous contrat. Donc maintenant, si ces armes, il est capable de les avoir tout seul, à la bonne heure. S'il n'est pas capable de les trouver tout seul, et c'est un vrai boulot de trouver ces armes, il faut peut-être les trouver ailleurs s'il n'est pas capable de les avoir seul. Mais il y en a quand même qui réussissent sans prépa complémentaire. Heureusement. Bien sûr. Heureusement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certaines prépas qui donnent aussi les armes que vous fournissez après. C'est même pas ça, c'est que sur le nombre d'étudiants, c'est juste impossible que tous les étudiants, enfin il faut se rendre compte qu'il y a plus de 1100 étudiants qui rentrent dans les Parisiennes tous les ans, il n'y en a pas 1100 qui viennent suivre des cours complémentaires chez nous, c'est juste impossible. Donc conclusion, heureusement qu'il y en a d'autres, mais on prend un étudiant qui est très bon d'origine, il va trouver les armes, il a son intelligence, il va trouver les armes, il va comprendre, décoder et réussir seul. Un étudiant qui est un peu moins bon, un étudiant qui est dans une zone où tout est possible entre la réussite et l'échec, il va trouver chez nous ces armes-là pour s'assurer sa réussite. Je vais me permettre de prendre un exemple. On a eu l'an dernier en cours une étudiante qui est arrivée excellente dans sa prépa, une très bonne prépa. Elle était deuxième de sa prépa, excellente dans toutes les matières, sauf une, les mathématiques. Et en maths, elle était à 12-13. Pas mauvais, elle vient chez nous. Tout le monde dans sa prépa lui dit « mais tu es folle, ça sert à rien. Pas pour toi, tu vas rentrer à HEC quoi qu'il arrive. » Sa réponse « je veux m'en assurer et je veux assurer les maths. » Il s'est trouvé qu'au concours d'HEC, elle a eu 8 en économie, alors que c'était sa matière forte où elle a eu 18 partout ailleurs, 11 en culture générale, alors que c'était sa seconde matière forte, et elle a été admissible de justesse à HEC grâce à des 19 et des 20 en maths, enfin 19 et 20 en maths à HEC. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé chez elle ? Tout simplement, les maths lui ont permis d'assurer, dans une matière non aléatoire, les points pour être admissible. Elle a été admissible partout ailleurs avec de bonnes notes dans ses autres matières sans problème, mais l'école qu'elle visait, c'est-à-dire HEC, elle n'a eu l'admissibilité que grâce aux mathématiques. Après, elle a été admise à l'oral, elle a très bien réussi ses oraux. Conclusion, elle ne serait pas venue chez nous, elle serait aujourd'hui à l'ESSEC, très vraisemblablement, ce qui n'est pas grave du tout, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, son ambition c'était HEC, et grâce aux maths, grâce à nous, elle aurait pu rester dans la prépa dans laquelle elle était. Donc Florent, par rapport à tes camarades ou d'autres gens qui n'ont pas fait des complémentaires, peut-être que tu en connais, est-ce que ça veut dire que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils avaient, eux, la force en eux de trouver ce que la prépa complémentaire leur a apporté ? Alors, est-ce que c'est tout seul qu'on arrive à avoir cette méthode moi, je vais vous dire quand quelque on chose de réussit sans très prépa simple. complémentaire ? Dans ma classe, dans ma prépa, on a été 2 dans ma classe à intégrer une parisienne en 2 ans. Et comme par hasard, on était tous les 2 à masterclass. Donc, autour de moi, dans ma classe, j'ai bien vu la différence entre les gens qui avaient fait une prépa complémentaire privée et ceux qu'on n'avait pas fait. Après, je pense que, bien sûr, qu'aujourd'hui, dans mes camarades à l'ESSEC, la majorité n'a pas fait de prépa complémentaire. Mais on n'a pas forcément tous les mêmes besoins. Moi, j'ai ressenti ce besoin. Et je pense sincèrement pas que j'aurais réussi à atteindre mon objectif en 2 ans, du moins, sans masterclass. Maintenant, bien sûr qu'il y a des personnes qui, dès le début, se disent qu'ils ont un niveau tel que
en travaillant suffisamment, ils arrivent à leur objectif quoi qu'il arrive. Alors, question de Léa, mes résultats au concours en deuxième année en prépa ECS sont décevants, je souhaiterais QB, mais faire une deuxième année en ECE cette fois. Est-ce que vous accepteriez ma candidature? Du coup, je m'adresse à vous, Steve. Alors, nous, encore une fois, on fait du complément. Donc, d'autres prépas, il y a des prépas privés qui la recevront en ECE pour refaire sa deuxième année. Et si elle a besoin de cours complémentaires, on la prendra bien évidemment avec grand plaisir. On a souvent des étudiants qui sont en ECS et qui ont des grosses difficultés en mathématiques, que l'on a en ECE l'année d'après, qu'on booste et qui montent à 17, 18, 19 en maths. On ne peut pas faire juste votre prépa sans en faire une à côté? Non, nous on fait des cours complémentaires en mathématiques. On aide aussi les étudiants dans les autres matières. On leur apprend la méthodologie dans les autres matières pour faire une bonne dissertation, que ce soit en économie, en géopolitique, en culture générale. On peut les aider dans les autres matières, on les aide au niveau mental, mais on fait d'abord et avant tout des mathématiques avec eux. Conclusion, si elle a besoin d'être prise dans une autre prépa, il y a des prépas qui pourront la prendre en ECE, des prépas privés pour être honnête. Nous, après, on prend les étudiants pour des compléments en maths. Et en moyenne, un étudiant qui vient chez nous après des concours ECS en mathématiques, en ECE, quand ils viennent chez nous en troisième année en ECE, on est à 10-12 points de progression en maths. D'accord. Alors, une question de Lorraine. Bonjour, comment postuler à votre prépa? Je ne la vois pas sur Parcoursup. Du coup, ça nous permet un petit peu de recentrer quel est votre statut, etc. Alors, alors d'abord, je crois savoir que toutes les prépas privées ne sont pas sur Parcoursup. Nous ne sommes même pas une prépa privée classique, on fait du complément. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et pour faire simple, même si le parallèle est très délicat, il n'y a rien à voir entre Academia et nous. On est l'équivalent d'Academia pour les mathématiques en prépa HEC. Donc, Academia n'est pas un lycée. Vous ne pouvez pas faire votre scolarité au lycée chez Academia. Vous ne pouvez pas vous faire reconnaître par l'État? Il n'y a pas de cette possibilité-là? Mais on s'en contrefiche, si je puis me permettre. Donc vous ne suivez pas le programme établi par le gouvernement? Mais non, mais encore une fois, pour suivre ce programme établi par le gouvernement, il faut faire toutes les matières, il faut être une vraie prépa. Sur 2 ans, nous sommes une prépa, nous ne sommes pas une prépa classique, on fait du complément, les étudiants viennent chez nous 3 heures, 4 heures par semaine. Après, derrière, ils ont des compléments téléphoniques, des rendez-vous en cas de problème avec leur prof en permanence, on est disponible pour eux. Mais on n'est pas une prépa, on est du cours complémentaire. Est-ce que vous poseriez la question à Academia, est-ce qu'ils voudraient être reconnus par l'État? Ils ne veulent pas monter de lycée à ma connaissance. Hein. D'accord. Alors, on va enchaîner sur la question d'Henri. Alors, vous dites dans vos interviews que vous êtes meilleur que la plupart des autres prépas, mais est-ce fair play dans la mesure où la plupart de vos amis ont QB et sont ainsi dans ces prépas? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Alors, en fait, je pense qu'il veut dire que comme ces étudiants ont déjà fait une prépa avant, ils ont acquis un socle que peut-être leur permet en fait de réussir au concours en fait. Donc, encore une fois, les résultats sont capitalisés sur les autres prépas. Encore une fois, c'est toujours le même combat. Nous, nos étudiants, d'abord on a une prépa complémentaire. Nos étudiants qui réussissent ne sont pas des cubes. On a des carrés, on a des cubes qui réussissent. J'en suis la preuve. Voilà, c'est un carré. Il a réussi en carré, il est venu chez nous en deuxième année, il a réussi en deuxième année au concours. On capitalise bien évidemment sur ce qui est fait avec les autres prépas. Mais on a des étudiants qui viennent chez nous de toutes les prépas, des meilleures comme des moins bonnes. Globalement, c'est assez étal. Et une répartition relativement uniforme. Donc, quand on obtient 80% de nos étudiants qui rentrent chez nous en deuxième année, qui intègrent in fine une parisienne, c'est juste énorme. Ce taux de 80%, il y a très peu de prépas qui l'obtiennent. Et si certaines privées affichent des taux supérieurs, c'est sur une frange auquel ils apportent le nom de leur marque phare. C'est sur cette tranche-là qu'ils obtiennent des 90% de réussite. Nous, 80% des étudiants qui franchissent la porte de notre établissement en deuxième année, et s'ils acceptent, lorsqu'ils n'ont pas les résultats désirés de QB éventuellement, 80% de ces étudiants, dont Florent fait partie, intègrent une parisienne. Je ne pense pas que dedans il y a des cubes, il y a des carrés, mais si vous franchissez la porte chez nous avec un objectif, HEC, ESSEC ou SCP, et que vous acceptez de QB si jamais vous ne l'avez pas en carré, parce qu'on a des élèves très très faibles qui viennent chez nous, à qui on apprend à travailler, et donc on leur apprend à travailler la première année, après ils le remettent en application l'année d'après, 80% d'entre eux finissent en parisienne. Ah, une question peut-être pour toi, pourquoi n'as-tu pas hésité avec une autre prépa complémentaire? Alors il s'avère que en fait, moi je connais pas forcément d'autres prépas complémentaires. En fait, c'est pas quelque chose qui est forcément très très répandu encore dans le monde de la prépa, enfin du moins pas dans la mienne. Vous êtes seul sur ce créneau-là?
Il y a quelques officines qui donnent des cours complémentaires en mathématiques ou ailleurs, mais là n'est pas la question. En fait, nous, on fait un vrai travail de fond avec les étudiants. Un étudiant qui rentre chez nous, c'est notre élève. On le suit jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il vient en 2e année chez nous, il suit une année de cours. Généralement, il ne revient pas en cube. Si cube, il ne revient pas en cube, on le suit quand même jusqu'au bout. On est là pour lui, on les aide. Donc, on est vraiment dans un système de l'étudiant est avec nous, l'étudiant, on le prend en main et on va jusqu'au bout avec lui pour le faire réussir. Ça s'est passé comment pour toi? Comment tu as ressenti cette année-là avec Masterclass? Alors en fait, moi je suis arrivé à Masterclass donc en début de 2e année. J'ai pris la décision d'aller à Masterclass parce qu'en fait dans ma classe, il y a un étudiant qui a commencé, mes camarades de classe qui a commencé à 3 en maths. En première année. Alors que moi je commençais aux alentours de 9, j'ai progressé jusqu'à 12 à la fin de l'année. Tandis que lui est passé de 3 à 15. Au fur et à mesure de l'année, il progressait, il me passait devant au fur et à mesure et je ne comprenais pas. Je me demandais, je travaillais de plus en plus, j'essayais d'établir de nouvelles méthodes. Et je me demandais justement son secret. Je me demandais si c'était mes méthodes qui étaient mauvaises, la sienne trop bonne. Et en fait, en fin de première année, j'ai appris qu'il était allé à la Masterclass. En première année, j'avais déjà entendu parler de Masterclass et j'ai fait comme la plupart des bons étudiants. J'ai dit, a priori, moi j'en ai pas forcément besoin, en travaillant, je vais y arriver. Sauf que au fur et à mesure de l'année, je vois que je progresse tout doucement, mais c'était pas suffisant. Pour arriver à 18 en 2e année, pas suffisant. Donc je décide de m'inscrire à Masterclass. Enfin, je décide de venir en réunion à Masterclass. Je rencontre Steve Sarfati et là, en entretien avec lui, je lui dis, écoute, moi, mon objectif, c'est d'intégrer en 2 ans. Je veux absolument pas cuber. Il me dit, écoute, viens, on prend le pari à 2 et je te promets que si tu fais ce qu'il faut, tu l'auras. 1 an plus tard, c'est chose faite. Et moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est que, outre tous les aspects mathématiques qu'on a vus, tout ce que j'ai appris en termes de rigueur, en termes de contenu, ça va complètement changer ma vision des mathématiques au concours. Mais la vraie différence était que pour une fois, je me suis senti accompagné. Je sentais qu'au moindre moment où ça allait pas, et c'est plusieurs fois, je me suis retrouvé à appeler Steve à minuit en lui disant « Bon, écoute, là, ça va pas du tout, j'avais eu une mauvaise note à mon concours blanc. » Ça, c'est réel, vous décrochez le téléphone à minuit? Bien évidemment. Ça Alors, fait partie de la promesse et on est là pour les étudiants. Vous avez combien d'étudiants du coup? Quelques centaines. Mais... Si vous appelez tous à minuit, comment vous faites? Est-ce qu'ils vont tous appeler le même soir à la même heure? Non, mais ils appellent généralement leur professeur. Ils m'appellent moi si c'est des problèmes plus généraux sur l'organisation, etc. Sur des déprimes, sur des problèmes personnels, c'est plutôt moi. Sur les maths, c'est plutôt leur professeur. Mais on est disponible pour les étudiants. C'est là où je dis on est une vraie prépa complémentaire et je ne suis pas convaincu qu'il y en ait d'autres. Je ne suis pas convaincu du tout qu'il y en ait d'autres qui fassent le même travail avec leurs étudiants, qui les portent, les transportent jusqu'à la victoire. Il y a un élément marquant pour moi là-dessus, c'est le concours notamment. Pendant les concours, j'ai jamais reçu un SMS, un appel ou quoi que ce soit de mes professeurs ou de mon directeur de prépa. Alors qu'à la fin de chaque épreuve, de mathématiques ou non d'ailleurs, je recevais un message par Steve qui nous remotivait, qui nous expliquait que l'épreuve a été dure, il nous expliquait à tant de pourcents, a priori, si vous avez fait tant de pourcents parfaitement, vous avez 20. Et donc tout de suite, on se disait par exemple, moi à HEC, j'avais fait en gros que les 2 premières parties, le reste, je n'avais pas trop touché, je ne m'étais pas trop sorti. Il m'explique qu'avant la fin de la partie 1, je pouvais avoir 20. Dans les faits, je n'ai pas eu 20 parce que je n'avais pas tout fait de bon. Mais alors que je pensais avoir 8, je me retrouve avec 17. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis d'enchaîner sur les autres épreuves d'une façon beaucoup plus positive. Au lieu de me morfondre et me dire dans tous les cas, je n'aurais pas HEC, j'ai réussi à enchaîner les épreuves une par une. Et ça fait toute une différence. C'est ça votre petit plus, c'est d'avoir une relation vraiment particulière avec chaque étudiant. Ça fait partie de notre plus, ça fait partie du plus. C'est la méthodologie jusqu'au boutiste pour un étudiant qui veut réussir, on lui donne tous les détails de ce qu'il faut faire pour réussir. C'est leur donner, les mettre sur l'autoroute pour réussir les concours, les mettre vraiment sur la voie mentale pour réussir ces concours, et c'est les accompagner jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde pratiquement de leurs oraux, mais les prendre pratiquement par la main, que ce soit au téléphone, par SMS, mais les prendre par la main, les aider, et en cas de pépin parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils peuvent décrocher leur téléphone, ils nous appellent, en 5-10 minutes, la vie est rose. On retransforme leur vie en rose et leur avenir en vert. Très bien, alors on va terminer avec une dernière question qui est quand même essentielle, il y en a eu plusieurs questions sur ce thème-là. On a choisi celle de Seth. Bonjour, pourquoi le prix de votre prépa semble être tabou? Pouvez-vous nous donner des chiffres? Alors peut-être que vous pouvez expliquer du coup pourquoi vous n'avez pas affiché les chiffres sur votre site notamment. Je vais expliquer, un étudiant qui rentre chez nous doit se focaliser d'abord et avant tout sur sa réussite au concours. On ne veut pas que les étudiants qui rentrent chez nous
soit perturbé par des éléments financiers. On discute de ces éléments financiers avec les parents et beaucoup de parents nous disent « Vous avez raison, moi je ne veux pas que mon enfant sache. Je veux que mon enfant soit focalisé sur ses concours. » Et on a des étudiants qui ne viennent pas chez nous parce qu'ils entendent des chiffres à gauche, à droite, qui sont souvent faux, soit dit en passant. « Non, non, je ne veux pas y aller, c'est trop cher. » Parfois, ils passent le pas. Ils viennent avec leurs parents. Et les parents disent « Non, non, bon, moi ça ne me dérange pas, au contraire, j'ai entendu parler de vous, je connais un tel, il n'y a pas de problème pour moi. » On n'a pas le même rapport avec l'argent, on n'a pas le même rapport avec les sommes financières quand on a 20 ans, 40, 50, 60 ans, qui est l'âge des parents. Et donc, conclusion, un étudiant dit « Ah, 1 000 € c'est trop cher ». Le parent dira « Non, non, pour l'avenir de mon enfant, je suis prêt à investir telle ou telle somme ». D'accord, comment ça s'est passé pour toi? Tu as dû convaincre tes parents? Tu avais peur de faire dépenser à tes parents une telle somme? Alors oui, pour moi, c'était, je sais pas, en l'occurrence, j'ai jamais su quel était le montant de la somme. Ça a été le petit cadeau fait par tes parents? Pas vraiment, en sens que moi, mes parents payaient déjà une prépa privée à côté. Ça fait quand même une grosse somme. C'est ce qui est déjà un gros investissement. Il y avait l'appartement à Paris, parce que mes parents n'habitent pas à Paris. Il y avait toutes les dépenses du quotidien. Et mes parents ont des revenus modestes, et du coup, c'était quand même un gros investissement. Sauf que je me suis dit, entre prendre le risque de cuber, de devoir repayer une année de prépa, l'appartement, etc., ou m'économiser 1 an de travail, me permettre de rentrer 1 an avant dans l'école de mes rêves, juste en rentrant à masterclass, en donnant tout sur la 2e année, est-ce que c'est pas plus intelligent? C'est ce que j'ai dit globalement à mes parents, mais c'était à eux de prendre la décision. Moi, je leur ai dit que j'étais motivé. Dans tous les cas, j'aurais respecté si jamais ils m'avaient dit que c'était pas possible. Mais en l'occurrence, ce que mes parents m'ont dit, c'est qu'ils ont investi en moi, ils ont cru en moi. Je leur ai dit que j'allais tout faire pour réussir. Et eux, je pense qu'aujourd'hui, c'est un investissement qui est plutôt rentable pour eux. Ils sont contents que tu aies intégré l'ESSEC, j'imagine. Oui, bien sûr que Ils ont fait comment? Ils ont fait un prêt du coup? En l'occurrence, je ne connais pas les détails financiers, mais je sais qu'ils ont dû sortir des sommes d'argent, et c'est pas uniquement pour Masterclass, c'est pour la prépa en général. Mais c'est toujours le même cas en école, on a la même problématique. On arrive à la fin du live. Les étudiants ne se rendent pas compte de l'importance de ces études, de l'importance du diplôme, ils s'en rendront plus tard. Et la différence entre un diplôme d'HEC et une école qui n'est pas dans le top 3 ou qui n'est pas dans le top 5, elle est fondamentale sur une carrière. Les étudiants ne se rendent pas compte. Les différences de revenus sur une vie sont sont de plusieurs millions d'euros, pas loin de la dizaine de millions d'euros, en moyenne. Les différences de poste, les différences de carrière, les différences de responsabilité, d'intérêt du job, ad vitam aeternam, sur l'existence, sont sans commune mesure entre un diplômé d'HEC de l'ESSEC et un diplômé d'une école qui n'est pas parisienne. Conclusion des opérations, les étudiants ne se rendent pas compte de l'importance de l'investissement et donc rechignent et disent « Oh là, ça va être trop cher pour mes parents ». Mais les parents, qui connaissent un peu mieux l'existence, qui ont une vingtaine, trentaine d'années de vie professionnelle derrière eux, je sais ce qui est bon pour toi, je peux investir, et les étudiants derrière remercient leurs parents d'avoir fait l'investissement. Mais le problème, c'est que quand l'étudiant a peur, il n'en parle peut-être même pas à ses parents, alors que ça peut changer sa vie. Très bien, ce sera le dernier mot. Merci à tous les deux d'être venus et d'avoir répondu aux questions des internautes. Et merci à vous, à très vite pour un nouvel entretien.